le ramener par le bout du nez toute sa vie. Regardez-le, là, qui raconte sa romance au journaliste de Montréal. Il avait tout son argent à broyer du noir. À dire que c'était pas une belle vie. Si vous l'aviez vu hier au midi au dîner, là, quand il a frappé sa tasse dans sa soucoupe en criant « Tant que ça finisse ». Oui, tant que ça finisse. Et pensez-vous vraiment qu'il s'est suicidé? Je comprends pas. Mais j'arrive pas à me l'expliquer autrement. Bien, messieurs. Après examen des lieux et des blessures, j'ai la conviction formelle qu'Isidore Poirier est bel et bien mort de la main d'un assassin. Docteur, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est pas un suicide? Voici comment le meurtre a eu lieu. L'homme était endormi et l'assassin s'est jeté sur lui avec un couteau pour lui trancher le cou. Mais dans son énervement, en visant le cou, il a atteint le menton. L'homme s'est réveillé, s'est levé en furie. Il y a eu lutte, ce qui explique la deuxième blessure qui a été faite à la joue. La troisième blessure maintenant, celle faite à la main. Le défunt devait retenir le couteau qui lui a été retiré d'entre les doigts. Chaud. Comme ça. Puis il y a eu ce coup fatal porté dans le lit alors que Poirier avait déjà perdu beaucoup de sang, une longue et horrible blessure, toute écharognée, qui coupe littéralement le cou d'une oreille à l'autre, jusqu'à la colonne vertébrale. Bon, vous allez m'excuser, mais il faut absolument que j'aille à la gare faire télégraphier mon article si je veux que ça soit prêt pour être imprimé demain. Une nouvelle comme ça peut pas attendre, messieurs. Le docteur Mignot va très bientôt tenir sur les lieux mêmes du crime une enquête du coroner. Nous sommes à la fin du 19e siècle et l'appareil judiciaire n'a pas encore acquis tout le poids qu'il possède aujourd'hui avec ses édifices éparpillés aux quatre coins de la province. Éventuellement, bien sûr, l'affaire va rebondir ici, au palais de justice. Et avec l'écho spectaculaire que lui donneront les journaux de l'époque, va très rapidement devenir l'événement du jour à travers tout le pays et même jusqu'en France et aux États-Unis. À tel point qu'avec le recul, on peut se demander aujourd'hui si, justement, par l'effet conjugué de la rumeur publique et du sensationnalisme journalistique, Cordelia Viau n'était pas condamnée d'avance. Monsieur Bouvrette, pouvez-vous nous raconter dans quelles circonstances vous avez fait la découverte du corps d'Isidore Poirier en compagnie de sa femme le lendemain du crime? Oui. Le lundi matin, elle s'est envenue chez nous. Elle venait de passer la nuit chez sa mère qui était malade. Puis elle m'a demandé si j'avais vu sortir son mari. En me disant, je comprends pas ça, tout est fermé dans la maison. On lui a dit, moi et puis ma femme, qu'on ne l'avait pas vu sortir. Là, elle m'a demandé d'apporter un tournevis, qu'on démanche un châssis double. J'ai été, on a rentré dans la maison, puis quand j'avançais, là, elle est restée dans le devant de la salle. Puis elle m'a dit, allez donc voir à la chambre, voir si mon mari est là. Là, j'ai parti. J'ai ouvert la porte de la chambre. C'est là que j'ai aperçu le cadavre de Poirier. Et là, qu'est-ce que Mme Poirier a dit? Elle dit, est-ce qu'il est là, mon mari? J'ai dit, oui, il a le cou coupé. Et comment est-ce qu'elle a réagi? Elle n'a pas parlé. Elle a avancé dans le bord de la chambre. Elle a regardé avec moi pour le passer à la porte pour aller chez nous. Je vous remercie. Madame Bouvrette, dimanche dernier, après la messe, avez-vous vu le dénommé Sam Parslow entrer chez Poirier? Ben, j'ai pas remarqué. Après la messe, j'ai cogné faire mon train. Puis pour dire, je l'ai pas vu rentrer. Mais après les vêpres, là, oui.
Là, j'ai vu qu'il était venu appeler le cheval de madame, ça, oui. Et après que madame soit partie en voiture, avez-vous vu Sam Parslow entrer dans la maison des Poiriers? Oui. Je l'ai vu rentrer par la porte d'en arrière, de la remise. L'avez-vous vu sortir de là? Non, monsieur. Et le lendemain, quand elle s'est amenée chez vous avec votre mari, est-ce que Sam Parslow est venu lui rendre visite ce jour-là? Ah, bien sûr. Pouvez-vous me dire ce qu'ils se sont dit, tous les deux? Ils n'ont pas parlé, pas un mot, personne. Pas un mot. Non. Faites serment de ça. Ah oui, docteur. Toute la demi-heure qui est restée dans la maison, ni lui ni elle sont pas dit un mot entre eux deux. Oh, j'ai trouvé ça assez curieux, merci. Avant le meurtre, est-ce que Sam Parslow allait rendre visite souvent au Poirier? Ah ben oui, c'est qu'il faisait... Ben, il faisait de l'ouvrage pour madame, lui. Quel genre d'ouvrage? Je l'ai vu... Je l'ai vu laver la vaisselle, laver le butin, le linge. Il avait les planchers même pour elle, lui. Dites-moi, Madame Bouvrette, quelles étaient les rumeurs qui couraient dans la paroisse à propos de ces visites-là? Oh, le dit-on du monde, c'était que... C'était pas joli, hein? Dans le voisinage, quand ça voyait arriver Parslow chez Poirier, ce qui se disait, c'était... Tiens, voilà la main qui s'en va voir sa dame. Oh, ça, c'était les cancans, ça, docteur. Moi, ma connaissance, c'est pas des mauvais bruits qui couraient que je la tiens. Comme je fais le voisin d'en arrière, hein, j'en ai vu une puis un autre. Moi, entre ces deux-là, là, pas du dire. Attention, vu de mes yeux vus. Une fois, là, pour vous donner un exemple, j'étais en arrière de ma grange. Puis, je me suis adonné à les voir entre les petits joints d'une ligne et demie. À un moment donné, là, Parslow, il s'est levé. Puis là, les deux mains sur les hanches, il te l'a embrassé. Êtes-vous certain de ça? Oui, monsieur. Je les ai regardés aller. Moi, je suis pas du genre farouche, hein. Vous savez, moi, pour être franc, là, pas été surpris d'apprendre le malheur qui est arrivé à Isidore Poirier. Depuis le jour où, une fois, pendant un bal, elle s'était mise à me parler de son propre mari en me disant que c'est un paresseux, un lâche, un ivrogne, un sans talent, puis un sans allure. J'ai pas été surpris pantoute. Je vous remercie. Monsieur Parslow, pouvez-vous nous donner votre emploi du temps le jour de la mort d'Isidore Poirier? Je vais vous le dire. Tel que c'est. Ce jour-là, le matin, en allant à messe, le défunt m'a arrêté chez eux. Puis je me suis aperçu qu'il avait bu. Il avait 2 yeux dans la graisse de bine. Fait que j'ai pris un coup d'eux avec lui. Puis j'ai été à la messe où c'est que je chantais à l'orgue avec Mme Poirier. Après, j'ai dîné avec eux autres. Isidore continuait à fêter plus ou moins tout seul. Après, j'ai été au vape. Puis après, j'ai repris un autre coup avec lui, mais lui, toujours plus que moi. Un peu plus tard, je me suis rendu chez nous. Où c'est qu'il y avait mon frère puis ma vieille mère. Je me suis changé d'habit. Puis je me suis amené en voiture chez un autre de mes frères qui était malade. Il était 6 heures quand j'arrivais là. J'ai éveillé mon frère jusqu'à 9 heures. Continuez. Après, je me suis couché. Dans la même chambre que lui. Pour m'en occuper durant la nuit. Lundi matin, je me suis levé à 6 heures. J'ai fait le train à mon frère. Puis vers 8 heures, Mme Poirier est venue me demander si je voulais aller reconduire son mari pour son travail à Saint-Jérôme, où il construisait l'église. J'ai dit que oui. En arrivant là, j'ai vu que les châssis de la maison étaient bouchés. J'ai pensé qu'il était parti. C'est en rentrant chez M. Bouvrette que j'ai appris la nouvelle
du suicide d'Isidore. Quelles étaient vos relations avec le couple Poirier? Quand M. Poirier avait besoin de moi, il me demandait. Puis j'y rendais service. Mais entre moi et Madame Poirier, il s'est jamais rien passé. Contrairement à ce qu'on raconte dans le village. J'allais là rien que pour l'ouvrage. Puis si vous voulez mon avis, je suis d'opinion, moi, qui s'est suicidé. Isidore. Sam Parslow. Est-ce que vous avez déjà vu ce couteau-là chez Isidore Poirier? Non. J'ai jamais vu ce couteau-là. Ni chez M. Poirier, ni ailleurs. Après seulement 2 jours et demi d'une enquête qu'on pourrait à tout le moins qualifier d'expéditive, le coroner Mignot procède à l'incarcération de Sam Parslow et de Cordelia Viau, qui la première subira son procès. Je voulais dire la vérité, monsieur. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est Sam Parslow qui l'a tué, mon mari. À cause d'une fois. Une fois. Peut-être plus qu'une fois. Peut-être trop de fois où j'y ai compté mes peines à cet homme-là. Puis lui, ben pour m'éviter tout ça, ces chagrins-là, plusieurs fois, il m'a dit qu'il serait prêt à donner sa tête pour moi. Que je vive tranquille. Puis un soir, il y a que moi, il était allé à Montréal acheter un pistolet. Pour tuer mon mari. Moi, j'y ai dit, fais pas ça. Fais pas ça, ça va faire trop de bruit. Puis il m'a dit, non, je vais le tuer sans que personne ne sache. Ni toi, ni personne. Puis à peu près une semaine de ça, il a pris le couteau de boucherie, il l'a affilé, puis... Je pensais pas qu'il le tuerait. Je le croyais trop lâche. J'ai dit, tu seras pas assez fort, tu vas commencer l'ouvrage, puis tu pourras pas finir. Il m'a répondu, non, je vais en venir à bout, fais-toi-en pas. Je vais en venir à bout. Mais je le croyais pas. Quand vous êtes revenu chez vous puis que vous avez trouvé les toiles de vos châssis baissés, après que vous ayez frappé aux portes puis que personne ne vous ait répondu, vous avez bien dû vous douter que votre mari avait été assassiné, non? Quand vous avez découvert le corps de votre mari, quand vous l'avez trouvé là, étendu sur le lit nuptial, vos premières pensées ont-elles été pour lui ou pour Sam Parslow? Aimiez-vous votre mari, Madame Poirier? Oui. Oui. Oui, si je l'ai laissé, c'était pour aller prendre soin de ma mère. Je m'accordais bien avec mon mari, je l'aimais. Croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Sam Parslow, lui, m'a jamais déclaré son amour. Oh, merci, Madame Poirier. C'est moi. Cette femme-là, c'est pas ce qu'elle dit. Mais voyons, tout ça, c'est du théâtre, mon cher. Je te jure, j'ai rarement vu un visage de femme aussi tendu, aussi étrange. J'ai rien remarqué. Tu l'as même pas regardé. De toute manière, l'important, c'est pas ce que j'ai vu. L'important, c'est qu'elle ait dit ce qu'elle a dit. Ben oui, puis que tu le fasses savoir en exclusivité au monde entier.
Suite à la publication des aveux de Cordelia Viau dans les journaux, il sera dès lors extrêmement difficile de trouver parmi la population de la région un jury impartial pour le procès qui s'ouvrira le 17 janvier 1898 devant un jury finalement composé majoritairement d'illettrés qui, eux, n'ont pu subir l'influence directe des journaux. Bref, tous ces éléments nous ont conduits aux arrestations et aux accusations que l'on sait. Je vous remercie. Docteur Mignot, aviez-vous émis un mandat avant de procéder à cette arrestation? Non, je n'avais pas émis de mandat. Ah non. Vous avez donné ordre à la police, au détective McCaskill, de l'arrêter sans mandat. Mais voici comment la chose est arrivée. Non, est-ce que ma question est claire? Mais voici, c'est assez difficile de répondre. Le détective McCaskill, le grand connétable Brazo et moi, après avoir discuté de la situation ensemble et après leur avoir dit que le président du jury et les jurys étaient pour rendre un verdict d'accusation face aux prisonniers dans cette affaire de meurtre... Pas les prisonniers? Non, pas les prisonniers, non. Les accusés. La raison que j'avais de procéder à l'arrestation immédiatement, c'est que plusieurs témoins entendus devant moi à l'enquête avaient peur de ces deux-là. Alors on a... Monsieur Brazo a arrêté Sam Parslow et le détective McCaskill a arrêté Cordelia Viau et tous les deux ont été amenés à la prison de Sainte-Scolastique. Mais c'est tout. Monsieur McCaskill, est-il vrai qu'après que vous ayez procédé à son arrestation, Cordelia Viau soit passée aux aveux devant vous à la prison de Sainte-Scolastique? Objection, votre honneur. Ces aveux-là, si aveux il y a eu, sont irrecevables parce qu'ils ont été obtenus par ruse et par mensonge sans que l'accusée ait été mise sur ses gardes ni prévenue de son droit de ne pas témoigner contre elle conformément à la loi. Objection rejetée. Dans les circonstances, il n'est pas de notre ressort de mettre de côté les aveux de l'accusé. Nous les écouterons d'abord et nous jugerons ensuite. Continuez, maître Mackay. Je vous remercie, votre seigneurie. Je vous en prie. Eh bien, après qu'on l'a mise au cachot, ça n'a pas été long qu'elle m'a envoyé chercher. Et là, dans le corridor, après que je lui ai dit, sur le ton de la confidence, que franchement, je pensais pas que c'était elle qui l'avait tué, mais que je sentais qu'elle connaissait quelque chose à l'affaire, elle a procédé à ce que moi j'appelle une première confession, c'est-à-dire sans témoin. Elle m'a dit qu'elle était innocente, mais que c'est Parslow qui avait tué son mari. Elle m'a dit qu'elle-même n'était pas dans la chambre à ce moment-là. Moi, je voulais avoir des témoins pour entendre ça. Alors, je lui ai subtilement proposé de la changer de chambre, que son cachot n'était pas une place pour une femme comme elle. Alors, j'ai demandé au geôlier de me donner une chambre où je pourrais cacher le coroner Mignot et le grand connétable Brazo. Et le geôlier m'a proposé la chambre du juge. Une fois rendu dans la chambre en question, avec les deux témoins cachés en arrière d'un paravent, je lui ai demandé encore de me dire comment c'est arrivé. Elle m'a répété que c'était pas elle, mais Parslow qui avait tué. Je vous remercie. La séance est levée, nous reprendrons à 2 heures. Le témoignage que vous avez fait lors de l'enquête préliminaire concernant les aveux que vous avez tirés de Sam Parslow, s'il vous plaît. J'ai tout simplement expliqué qu'après avoir obtenu les aveux de Cordelia Viau, je suis allé voir Parslow dans sa cellule avec le coroner Mignot et que je lui ai dit, Parslow bien sûr, je lui ai dit, moi ça me fait rien, mais la femme a tout raconté. Tu feras aussi bien de te mettre à la table. Il a mis longtemps avant de se mettre à parler. Finalement, il m'a dit, je vais vous raconter la chose. Je vais vous dire comment c'est arrivé. Premièrement, c'est pas moi qui parlais de tuer Isidore Poirier. C'est elle qui a toujours été après moi pour que je le tue. Depuis le jour de l'an. Elle avait dans l'idée de me le faire amener Saint-Jérôme pour que je puisse le tuer en chemin. Je m'en occupais pas. Le dimanche en question, on a été dans la chambre. Le couteau était sur le bureau. Je l'ai pris. Elle m'a dit, tue-le, c'est le temps, là. Je l'ai frappé une fois. Après, je me souviens plus. Je suis sorti le premier de la chambre, la femme après moi. En sortant, j'ai pensé que je l'avais peut-être pas tué. Je me rappelle pas si je suis retourné dans la chambre, j'étais bien excité.
C'est tout ce que j'ai à vous dire. Monsieur Champagne, voulez-vous prendre connaissance de cette police d'assurance et dire si c'est bien vous qui l'avez vendue? Oui. C'est une police sur la vie d'Isidore Poirier d'une valeur de 2000 $, payable à la mort de l'assuré à Dame Cordelia Vio. J'ai d'ailleurs envoyé avis à Mme Poirier que les billets devenaient dus le 24 novembre. Soit 3 jours après le meurtre, n'est-ce pas? Si vous le dites. Et n'avez-vous pas reçu une lettre de l'accusé en janvier de l'an dernier concernant certains détails de l'assurance? Ah oui. Je l'ai amené ici. Écoutez ça. Monsieur Champagne, c'est moi ça. J'ai parlé à mon mari que j'avais été vous voir à propos d'une police d'assurance. Mais mon mari veut bien comprendre avant de trop débourser d'argent. Il est décidé de continuer à payer, mais il demande s'il venait à mourir de n'importe quelle mort, se faire tuer, un accident ou être empoisonné, ou être tué par les chars. Il veut savoir car on parle avec plusieurs et ils nous disent que je ne serai pas payé. Répondez-moi, je suis pour la vie votre humble ami, Dame Isidore Poirier. Ah, ça, pour être en amour, il était en amour, ça. Pendant qu'il était pensionnaire chez vous à Montréal, avez-vous eu connaissance que Sam Parslow ait reçu des lettres? Oui, j'en ai même lu 2. C'est parce que, voyez-vous, j'allais porter du linge à réparer dans sa valise à main dans sa chambre quand j'ai vu 2 lettres, là, juste dessus. Avez-vous vu la signature de ces lettres-là? Objectez à cette question comme illégale. Si le témoin ne peut produire en preuve les lettres, il ne s'agit que de oui-dire, votre honneur. Objection rejetée. Alors, madame, voulez-vous dire comment étaient signées ces lettres-là? C'était signé CV. Voulez-vous dire si ces lettres étaient des lettres d'affaires ou bien des lettres d'amour? Des lettres d'amour. Et était-ce de l'amour bien léger ou violent qui paraissait transpirer? J'ai remarqué que c'était de l'amour violent. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Madame la douceur, avez-vous en votre possession les lettres dont vous parlez? Mais non, voyons. C'est l'amoureux qui les a. Votre Seigneurie, la couronne appelle Monsieur Samuel Parslow. Monsieur Parslow, avez-vous apporté les lettres que vous a écrites Cordelia Vio alors que vous étiez en pension à Montréal l'été dernier? J'ai rien. Où sont-elles, ces lettres? Je réponds pas. N'avez-vous pas ces lettres en votre possession? Je vous dis que je réponds pas. Avez-vous une raison pour refuser de répondre? Je réponds. Je réponds pas. La seule raison que j'avais, je l'ai donnée à mon avocat à qui j'ai dit que je les avais pas, ces lettres-là. J'ai pas d'autre réponse à faire. La Cour vous avertit, Parslow, que vous n'encourez aucun danger à répondre. Vous êtes protégé par la Cour. Tout ce que vous direz dans la boîte aux témoins ne pourra vous faire aucun tort. Si donc vous avez peur de vous compromettre, vous vous trompez. Je répondrai pas. J'ai plus rien à répondre à personne, puis je vous demande de plus me questionner. Monsieur Legault, le dimanche 21 novembre, soit le jour du crime, quand vous êtes passé devant la résidence de chez Poirier, avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Oui, monsieur. Il était 1h du matin. Je ramenais des notables de Saint-Jérôme dans ma voiture. Quand j'ai vu, en passant devant chez Poirier, qu'il y avait de la lumière dans la fenêtre. Et vous? Où étiez-vous assis? Je suis devant ma voiture. En l'air, sur le carrosse. Votre voiture était fermée, n'est-ce pas? Oui. Dans quel état étaient les vitres de la voiture? Oh, il était assez sale. C'était dans les derniers chemins d'été. C'était de la neige fondue qui éclaboussait pas mal le long du voyage. Vous étiez donc mieux placé que tous ceux qui étaient dans la voiture pour voir. Ah,
Je pense bien. J'étais au dehors. Les autres étaient en dedans. Il était donc 1 heure du matin et il y avait de la lumière chez Poirier. C'est ça, n'est-ce pas? Ah, je bien. Je vous remercie, Monsieur Legault. Votre Seigneurie, en contre-preuve, la Couronne appelle Monsieur Joseph Fortier. Monsieur Fortier, vous êtes étudiant en droit, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Monsieur Fortier, dans la nuit du 21 novembre, en tant que passager de la voiture du cocher Legault, en passant devant la maison des Poiriers, avez-vous fait attention pour dire s'il y avait de la lumière ou non? Bien, je ne me rappelle pas parfaitement avoir examiné la maison en passant. Parce que c'est pas mon habitude de regarder quand je passe par là. Mais j'ai pas vu de lumière. Non, pas du tout. Non, pour dire vrai, à chaque fois que je passais là, je regardais pour voir s'il y avait de la lumière, parce que la rumeur était que Madame Poirier avait des cavaliers. Et chaque fois que je passais par là, je regardais pour voir s'il y avait de la lumière. Alors, Monsieur Fortier, d'après votre connaissance personnelle, croyez-vous que le cocher Legault fait erreur quand il dit avoir vu de la lumière dans la fenêtre de devant de la maison des Poiriers cette nuit-là? Certainement, il se trompe. D'après moi, il dit pas la vérité. Parce que d'après moi, j'en ai pas vu de la lumière. Je jure que j'en ai pas vu. Par conséquent, si j'en ai pas vu, il n'y a pas dû y en avoir. Monsieur Fortier, ce que je veux savoir, c'est si vous avez vu de la lumière ou s'il n'y en avait pas. Je jure que j'en ai pas vu. Je vous remercie, Monsieur Fortier. Tout parle contre vous. Tout parle contre vous. Ils réussiront jamais à rien prouver. Mais tout parle contre vous. Même vous, ils ont réussi à vous faire parler contre vous. Qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? Monsieur Gravel. Oui, c'est moi. Je suis Mélina Viau, la sœur de Cordelia. Enchanté. Monsieur Gravel, pourquoi vos articles sont toujours aussi médisants pour ma sœur? Vous aussi, vous la croyez coupable? Peut-être, madame. Il n'y a jamais eu d'histoire entre ma sœur et Sam Parslow. Et ce sont de mauvaises langues, longues et sales, qui ont répandu ces histoires-là. Parce que ça les dérange, que ma sœur monte à cheval tout seule. Qu'elle ait sa voiture à elle, qu'elle lise des livres, qu'elle soit musicienne. Et qu'elle fasse laver ses planchers et sa vaisselle par des hommes. Mais ce que vous savez pas, c'est que c'est justement pour ça que Sam Parslow était toujours rendu chez eux, monsieur. Écoutez, il n'y a pas seulement ça, madame. Je sais. Mais ce que les commérages disent pas, parce que personne ne sait, c'est qu'elle souffre d'un mal terrible, ma sœur. D'une maladie de peau insupportable qu'on appelle le rifle. Et qui l'empêche de la faire elle-même, son ouvrage. Car elle doit éviter le contact avec l'eau et les savons. C'est pour ça qu'on les voyait si souvent ensemble, Parslow et elle. Ça fait peut-être des moins belles romances à raconter. Mais c'est ça, la vérité. Ma sœur est innocente, monsieur. Qu'est-ce que vous faites des aveux qu'elle a fait? Elle a quand même tout avoué, madame. Si vous aviez été là, si vous aviez vu comment ça s'est passé, comment ils l'ont menacée quand ils l'ont emmenée. Qu'est-ce qu'elle a dit, la police, vous pensez, pour y faire dire ce qu'elle a dit, ma sœur? On lui a dit... Parlez, ma petite dame. Aidez-nous à trouver le coupable. Sinon, vous allez être bien malheureuse. C'est grave ce que vous dites là, madame. C'est très grave. Oui, monsieur le juge. C'est grave. Et quand le détective McCaskill est arrivé pour procéder à l'arrestation de votre sœur et l'amener à la prison de Saint-Scolastique,
L'a-t-il arrêtée en tant que prisonnière? Non. Il a dit qu'il l'amenait là-bas pour finir l'enquête. Pour finir l'enquête? Oui. Il a même dit qu'elle serait peut-être libre le même soir si elle l'aidait à trouver le coupable. Je l'ai même entendu dire: dites des menteries ou la vérité, faut dire quelque chose. Vérité ou mensonge, parlez. Pour vous sauver. Et je vais être comme un prêtre pour vous. Tout va rester secret. Revoyons les faits. La couronne prétend que le crime a été commis après les vêpres, donc après 5 heures. Or, un témoin digne de foi a vu de la lumière chez Poirier à 1 heure du matin ce soir-là. Qui était là? Parslow? Il était chez son frère. L'accusé était au chevet de sa mère. N'était-ce pas plutôt le défunt lui-même qu'un ennemi ténébreux serait venu visiter? Vous conviendrez avec moi que c'est entièrement possible. Un autre témoin, me direz-vous, n'en a pas vu, lui, de la lumière ce soir-là. Il vous reste donc un doute. Absolument. Justement. Et c'est ce que je tiens à souligner aujourd'hui. Il vous reste un doute. Et ce doute raisonnable, vous devez en accorder le bénéfice à l'accusé. Car les autorités n'ont réussi à prouver qu'un enchaînement de circonstances. Et voyant qu'ils n'avaient pas suffisamment établi leurs preuves, ils ont extrait, par des méthodes que je persiste à trouver illégales, ils ont extrait, dis-je, de cette pauvre femme une série de déclarations qu'on a interprétées comme des aveux contre elle, mais qui ne constituent en réalité qu'une accusation contre Parslow. Ajoutez à cela le poids de l'opinion publique, la campagne de salissage dans les journaux, les rumeurs, les cancans, les on-dit, et vous conviendrez avec moi que Cordelia Viau était condamnée d'avance dans l'esprit de la population. Mais vous devez rester au-dessus de tout cela. Vous devez vous en tenir aux faits. Et si c'est ce que vous faites, vous n'aurez d'autre choix que de conclure avec moi que ce qui caractérise ce procès, c'est le doute. Le doute raisonnable. Car s'il est juste que le crime doit être puni, il est essentiel que les jurés aient la certitude que l'accusé est coupable. S'ils n'ont pas cette certitude, ils doivent accorder à l'accusé ici présente le bénéfice du doute, comme c'est leur devoir. Je vous remercie. Messieurs les jurés, ne vous laissez pas attendrir par ces larmes. Car nous avons affaire ici au crime le plus abominable de nos annales judiciaires. Un crime qui a effectivement ému le pays entier et soulevé l'opinion publique. Et pour cause. Je conviens qu'il subsiste un doute, un seul, et c'est celui-ci. Cordelia a-t-elle tenu le couteau fatal? Là-dessus, messieurs, je vous dis simplement qu'importe, car il n'y a aucun doute sur sa complicité. Elle a encouragé Parslow, elle l'a aidé, elle l'a incité à commettre cet acte horrible, ce qui la rend, aux yeux de la loi, aussi coupable que lui. Elle a avoué qu'il était son ami.
Elle a échangé une correspondance amoureuse avec lui. Elle a vérifié que l'assurance vie qu'elle obligeait son pauvre mari à payer était bien en vigueur. 2000 $, messieurs. Dont ces amants maudits comptaient sans doute se servir pour se faire une nouvelle vie après s'être débarrassés du mari encombrant. Elle pleure maintenant. Elle a de quoi. Ses machinations diaboliques ont été déjouées. Son amant s'est tourné contre elle, alors qu'elle, dans un ultime effort pour se sauver du juste châtiment qui l'attend, s'est également tournée contre lui. Ne vous laissez donc pas attendrir par ces larmes de crocodile dont le seul objet est de la protéger contre la potence. Toutes les circonstances qui entourent ce crime horrible sont autant de témoins à charge qui ne vous laissent qu'un choix. De vous rendre à l'évidence et de condamner Cordelia Viau pour le meurtre de ce pauvre homme qui l'aimait tant. Messieurs les jurés, un témoignage dans la cause qui serait de nature à créer beaucoup de confusion est celui de Joseph Legault, qui prétend avoir vu de la lumière chez Poirier à 1h du matin. Heureusement pour l'éclaircissement de la cause, il y a un autre témoin, Joseph Fortier, qui dit qu'il n'y avait pas de lumière chez Poirier. Entre ces deux témoignages, vous pouvez choisir. Mais pour ma part, je n'aurai pas d'hésitation à adopter le témoignage de Fortier. Quant aux aveux dont j'ai permis la preuve, ils font à l'accusé une position fatale dont il lui est difficile, sinon impossible, de pouvoir s'échapper. Je vous signale également que la Cour, que j'ai l'honneur de présider, ayant décidé d'admettre cette preuve des aveux, il est de votre devoir de l'accepter comme valablement faite. Vous pouvez vous retirer maintenant. Puisse la Providence vous éclairer dans vos délibérations. Coupable. Quoi pensez-vous? Pas assez. Le verdict vous laisse indifférente? Non, mais j'ai pas été surprise. Je l'avais prévu, je m'y attendais. Je m'y étais préparée. Le monde est tellement méchant. Les 3/4 des témoins n'ont pas dit la vérité, puis les autres ont dit rien que des simplicités. Les geôliers m'ont dit que vous ne pourriez pas recevoir la visite d'aucun parent. Ah oui? On m'a pas dit ça, je savais pas. Il va falloir que je me prépare à mourir maintenant. Il me reste 3 mois pour me préparer à mourir. Perdez pas courage. J'espère, monsieur. J'espère que vous travaillerez pour moi dans la presse.
La fin de l'histoire ne fait guère honneur à la justice de l'époque. D'une part, la Cour d'appel ordonne un nouveau procès pour Viau et Parslow. Mais la requête de la défense de tenir le deuxième procès loin des lieux du crime pour s'assurer d'un jury impartial est refusée. Pourquoi? Parce que les touristes accourent depuis le début de l'affaire, ce qui rapporte gros, bien sûr. Peut-on au moins tenir le procès devant un nouveau juge, moins partial? Pas question. Et la Cour expédiera les 3/4 des témoignages par une simple relecture des dépositions. Verdict coupable, sentence l'échafaud. C'est de ma prison et à genoux que je vous écris ces quelques lignes, pour vous implorer ma grâce et mon pardon. À l'approche de la pendaison, Cordelia Viau écrira une dernière requête à la comtesse de Minto, épouse du gouverneur général du Canada. J'aimais mon mari. Oui, je l'aimais. Mais dans un moment d'une cruelle aberration, je me suis laissée influencer par des promesses et sous l'influence néfaste d'aveugle passion, j'ai laissé commettre l'horrible tragédie. Que Dieu seul, je le sais, peut me pardonner. Je demande à votre Excellence la grâce, non de mon horrible faute, mais votre extrême indulgence et l'immense faveur d'aller pleurer toute ma vie dans les cachots d'un pénitencier. Épargnez-moi l'horrible supplice de l'échafaud. Je ne mérite pas grande compassion, ni peut-être la plus légère sympathie, mais ne pourriez-vous pas trouver dans votre bon cœur une petite parcelle de pitié pour la plus malheureuse des femmes? Inauguration de la promenade des stars, ce soir à Shabada, en compagnie de plusieurs célébrités. C'est un rendez-vous à 22h30. Dans un instant, le TVA Édition Réseau. Cette émission est une présentation de Ford du Canada. Ford, des idées qui font du chemin. Ici Pierre Nadeau, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de la série À vous de juger. Je vous propose de revenir ce soir sur l'affaire Cordelia Viau, le grand procès que vous avez vu à l'antenne du réseau TVA hier soir. Pour discuter avec moi, j'ai mes deux invités habituels, les animateurs de CKAC, Jean Cournoyer et Jean Lapierre. Ils sont accompagnés cette semaine du comédien Guy Nadon, qui interprétait le rôle de Maître Macaille, le procureur de la Couronne. Et puis, ce soir encore, deux étudiants en droit vont s'affronter dans un concours de plaidoirie en prenant respectivement les rôles de l'avocat de la défense et du procureur de la Couronne. Et puis enfin, nous aurons, comme chaque semaine, un jury populaire qui va répondre à cette même question que nous vous posons, à vous, le public. Cette question, je vous la rappelle tout de suite. Cordelia Viau était-elle coupable? Nous vous communiquerons les résultats en fin d'émission et nous vous revenons tout de suite après la pause. Avec mon invité Guy Nadon dans le rôle de Maître Macaille, le procureur de la Couronne. Je conviens qu'il subsiste un doute, un seul, et c'est celui-ci. Cordelia a-t-elle tenu le couteau fatal? Là-dessus, messieurs, je vous dis simplement qu'importe. Car il n'y a aucun doute sur sa complicité. Elle a encouragé Parslow, elle l'a aidé, elle l'a incité à commettre cet acte horrible, ce qui la rend, aux yeux de la loi, aussi coupable que lui. Et je m'entretiens maintenant avec mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre de CKAC, et le comédien Guy Nadon, que nous retrouverons avec beaucoup de plaisir dans les grands procès. Il était, il y a 2 ans, peut-être le savez-vous,
vous ne l'avez certainement pas oublié, en tout cas si vous avez vu la série, l'abbé Delorme dans notre grand procès, l'abbé Delorme. Mais alors, l'abbé Delorme et Mackay sont deux rôles quand même assez différents l'un de l'autre. Alors, est-ce que vous vous êtes préparés différemment aussi? Oui, parce que ça exige deux sortes d'attitudes. Faire le criminel, c'est formidable parce qu'il y a des défauts. Hein, ou bien il est ému, ou bien il est contraint, il regrette. Mais il y a des dialectiques très nettes dans ça. Tandis que de jouer un avocat de la couronne, c'est où étiez-vous à telle heure, à telle place? Puis là, c'est toujours reposer les mêmes questions. C'est un peu ingrat, finalement, comme c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que c'est beaucoup plus, comment dire, ras les pâquerettes à un niveau émotionnel. Alors, ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire comme je faisais, là, c'est-à-dire jouer de la contrariété là où le texte n'en contient pas nécessairement, mais donner une ligne émotionnelle à un avocat qui, par définition, est dans la répression des sentiments continuellement. Là, vous avez en tout cas l'initiative tout le temps en tant que maître Mackay, parce que s'il y a un procès qui semble bien réglé d'avance, c'était bien celui-là. Plutôt les dés avaient l'air pipés un peu. Est-ce que c'est votre avis? Moi, j'ai l'impression que il y a une chose que j'ai vue en regardant ce procès-là, c'est qu'à l'époque, à partir du moment où le coroner avait décidé que c'était un meurtre, après ça, on a l'impression que les ragoûts du village, tout était réglé. Et à partir du moment où les agents de la justice étaient convaincus de ça, la pauvre femme, là, elle n'avait aucune chance. Le système avait décidé. Et c'était réglé comme ça. Et j'avais l'impression, tout de suite, le coroner a réglé ça. Au fond, pas certain que le coroner a besoin de procès, mais envoyé en prison, c'est réglé. Et il tournait les coins ronds dans ce temps-là, quelque chose de rare. Jean, vous parlez des ragoûts, du ragoût de village. Il y avait aussi des articles dans les journaux aussi en même temps. Si bien qu'effectivement, quand le procès a commencé, la cause était déjà entendue. Oui, mais dès l'enquête du coroner, les admissions qu'elle avait faites étaient là. C'est-à-dire que c'est pas un compte. Là. Elle a admis légalement ou illégalement, mais elle a admis avoir contribué, avoir participé à ça avec son ami. Et comment, Jean? Tu sais que même aujourd'hui... Comment? La question de complice, désespoir, c'est quoi? Mais là, je te dis... C'est-à-dire, celui qui tient le sac est aussi coupable que celui qui vole. Oui, mais là... la façon dont ça a été... Il a donné des garanties incroyables. Il voulait qu'elle se sente comme chez le curé, puis envoyer donc, puis il n'y aurait rien contre elle et tout ça. C'était sous fausse représentation. Tout le temps après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prouvé tout simplement sa culpabilité, même si c'était pas au moment du procès. On l'avait trouvé coupable. Mais après ça, quand elle a commencé à demander de sa libération pour ne pas passer sur les chapeaux, c'est qu'elle disait là-dedans. Elle admettait. C'était joué, là. Elle avait été condamnée de fois. Elle l'avait, oui. Il y a aussi la façon dont, par exemple, on a choisi le jury dans ce procès-là. Précisément parce que tout le monde avait entendu parler de cette cause et puis tout le monde avait sa petite idée de fait. Pour être sûr qu'en moins les jurys n'aient pas trop lu d'articles de journaux, on est allé chercher des analphabètes, des illettrés, c'est quand même fort. Hein? Dans ce temps-là, c'était facile à trouver, Jean-Pierre. En 1896, d'avoir mal d'illettrés, surtout dans le coin de Saint-Canute, puis tout ça, c'était des cultivateurs qui n'allaient pas nécessairement à l'école. Et ces illettrés-là, on n'a pas été dans la difficulté de les trouver. D'autre part, c'était pas juste à cause des journaux, c'est parce que c'était comme ça. Quand on choisit un jury, n'oubliez pas que le choix du jury n'est pas fait exclusivement par le coroner, le juge, puis l'avocat de la couronne. Il est fait en composition, puis c'était le même code, ou à peu près le même code criminel que nous avons. La défense a son mot à dire, et la défense, dans ça, a travaillé comme elle devait travailler à l'époque, comme elle travaillera aujourd'hui. C'est-à-dire essayer d'avoir un jury qui est balancé. Oui, mais à cette époque-là, ça prenait beaucoup d'argent et tout ça. J'imagine que cette pauvre veuve, qui avait juste une petite police d'assurance pour payer son avocat. Moi, j'ai eu l'impression... Faut dire que le personnage était très sympathique, mais franchement, moi, je regardais, par exemple, elle a été jugée avant de partir, toutes les jalouses du village, les commerces du village. Moi, ce que j'ai senti dans cette affaire-là, c'est qu'il n'y en avait pas... Est-ce que ça se passe? Tu es en train de me dire des espoirs qui n'étaient pas capables de suivre son mari, toi? Moi, je suis en train de me dire qu'elle n'était pas en amour avec ce gars-là. L'amour, ça ne veut pas dire qu'elle l'a tué. Ben oui, mais il est mort, comme par hasard. Il est mort. Il y a quelqu'un qui l'a tué. En tout cas, elle n'aimait pas son mari, ça c'est évident. Ben, elle aimait l'autre aussi. Ouais. Son mari avait l'autre, j'en sais rien, celle-là. Mais la seule chose que je me demande, moi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le processus par lequel les aveux ont été extirpés de Cordelia sous fausse représentation de... Ça serait complètement rejeté aujourd'hui. Les processus ont été bousculés. De chance qu'elle a la charte. Toi, tais-toi. Mais le juge, à l'époque, est-ce qu'il aurait pu refuser les aveux qui ont été... Le juge était un voyeur lui-même.
à chaque fois qu'il aurait dû refuser certaines admissions ou certains éléments, il en voulait plus. On a l'impression qu'il voulait du spectacle. Comme un juge doit savoir. Ah bon, on va s'arrêter pour le moment, puis on va revenir et on parlera du juge un petit peu plus tard dans notre émission. Nous vous revenons tout de suite après cette pause. Elle parle du suicide, ensuite elle change son histoire en accusant son complice, alors certainement coupable. Elle était probablement complice du meurtre, en sachant très bien que Sam Barslow allait tuer, mais ne savait pas quand ni comment. Je crois pas qu'elle ait tenu le couteau, mais elle était complice. Elle était coupable. Et puis d'ailleurs, à la toute fin, elle se confesse dans la lettre qu'on la voit au gouverneur. Selon moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle était coupable de complicité. Si on envoyait à l'échafaud toutes les personnes qui ont pensé et dit avoir envie de passer leur conjoint à la moulinette, il n'y aurait plus grand monde sur la terre. Oui, peut-être. Voici maintenant le moment de notre concours de plaidoirie. Comme chaque semaine, vous allez voir s'affronter deux étudiants. Il s'agit en fait de deux étudiantes. Elles représentent chacune une faculté de droit. Ces deux étudiantes vont reprendre l'affrontement du procès de Cordelia Viau en jouant respectivement le rôle de l'avocat de la défense et celui du procureur de la couronne. Le jury de ce concours est composé de 4 éléments. Les lauréats du concours de plaidoirie de l'an dernier, un groupe de professionnels du droit, nos invités en studio, et puis, bien sûr, vous, le public. Voyons maintenant les prix que les étudiants peuvent gagner et la façon dont vous pouvez vous-même être juge de ce débat. Les étudiants pourront gagner des bourses en argent de Ford du Canada et de la Fédération des producteurs de lait du Québec et un emploi d'été au bureau d'avocat Robinson Shepard Shapiro. Chaque participant recevra un coffret cadeau de 10 grands procès. Qui est le meilleur? À vous de juger. Pour participer, remplissez le bon de participation dans la presse et le Soleil du mercredi. Courez la chance de gagner un voyage Grand Tour d'Europe et 1500 $ en argent, en collaboration avec Club Voyage et Noli Tour. Tirage le 30 novembre. Alors, je vous informe que les facsimilés sont acceptés pour participer au concours. Et je vais maintenant vous présenter notre première candidate. Il s'agit de Marie-Claude Bourassa, de l'Université d'Ottawa. Elle va reprendre le rôle interprété hier par Martin Larocque, celui de Maître Leduc, avocat de la défense. La parole est à vous, Marie-Claude. Vous avez 2 minutes pour nous convaincre de l'innocence de Cordelia Viau. Distingués membres du jury, les faits de cette affaire sont simples. Un meurtre a été commis à Saint-Canute, de façon abominable et sur un honorable citoyen par surcroît. La population entière a donc réclamé à tout prix un coupable. On s'est immédiatement retourné vers l'accusé. Cependant, les preuves recueillies par la couronne ne sont aucunement suffisantes pour condamner Mme Viau. En effet, on prétend que le crime serait survenu quelque peu après 3 heures. Comment se fait-il alors qu'un témoin hautement crédible en M. Legault, soit venu déclarer formellement devant cette cour avoir vu de la lumière à la fenêtre de chez M. Poirier cette nuit-là? Qui pouvait bien se trouver là? L'alibi de Mme Viau est incontestable. Elle était au chevet de sa mère. Quant à Parslow, lui, il était chez son frère. Bien sûr, un autre témoin est venu dire qu'il n'avait rien vu ce soir-là. Rien. Quelle force probante peut-on donner à un tel témoignage? Donc, il subsiste un doute. Un doute quant à l'heure à laquelle le crime a réellement été commis. Ce doute vous empêche légalement, mais aussi moralement, de condamner Mme Viau. Et il y a plus. La série de déclarations, de soi-disant aveux, qui furent, à mon humble opinion, extorqués illégalement, soit par la ruse à Mme Viau, ne sont aucunement incriminantes. Au contraire. Messieurs, la femme que vous devez juger aujourd'hui, mérite-t-elle de mourir parce qu'elle est de nature enjouée, qu'elle est musicienne et qu'elle est plus instruite que la plupart? Je vous le demande. C'est pourquoi ne vous laissez point aveugler par l'atrocité du crime, le sensationnalisme des journaux ou les rumeurs. À Saint-Canute, Cordelia Viau dérangeait. On l'a donc condamnée d'avance. Messieurs, remettez-vous-en strictement aux faits de ce drame. Aux faits qui laisseront subsister un doute dans votre esprit. Le doute raisonnable qui, en votre âme et conscience, vous empêchera de condamner à mort une pauvre femme. Merci. Maintenant, Alexandra Sirois, de l'Université Laval. Elle va reprendre le rôle qu'interprétait notre ami Guy Nadon, le rôle de Maître Mackay, procureur de la Couronne. Alexandra, vous avez, vous aussi, 2 minutes pour nous convaincre de la culpabilité de Cordelia Viau.
Mesdames, en tant que procureur de la Couronne, je n'ai pas à vous démontrer que Cordelia Vio a tenu l'arme du crime, mais simplement sa complicité. Les aveux libres et volontaires, faits tant à la presse qu'aux policiers, ainsi que la preuve du projet de meurtre, sont autant d'éléments conduisant à une seule conclusion raisonnable, complice. Cordelia Vio a, dans ses aveux, imputé la responsabilité du crime à Samuel Paslow, tentant ainsi de sauver sa vie. Tout le monde sait qu'il est dans l'intérêt d'un complice de dénoncer l'autre pour se disculper. Malheureusement pour elle, en attribuant le meurtre de son mari à son amant, Cordelia Vio a par la même occasion avoué sa participation au crime. Le projet de meurtre des amants, pour sa part, a été établi par 3 éléments de preuve. L'assurance sur la vie de la victime souscrite par l'accusé, sa correspondance avec l'assureur mentionnant explicitement l'hypothèse et les lettres d'amour. Les amants avaient décidé de débattre l'argument de la défense. Ils sont suffisants pour se raisonnable sur la complicité. L'histoire de la lumière, par exemple, ne prouve pas nécessairement la présence d'un tiers sur les lieux du crime en soirée. En novembre, vous le constatez, il fait noir avant 5 heures, l'heure présumée de la mort de Poirier. Les lumières ont donc très bien pu être allumées avant le meurtre. Quant à la campagne de salissage, vous admettrez que Cordelia Vio l'a elle-même alimentée. Et d'autre part, cela n'a pas pour autant rendu le procès inéquitable. En somme, rien n'est venu ébranler la preuve du projet de meurtre planifié par les amants. La culpabilité de Cordelia Vio ne fait aucun doute. Elle a aidé, encouragé et même incité Paslow à tuer son mari. Membre du jury, vous devez la déclarer coupable. Merci. Et merci à vous, Marie-Claude Bourassa et Alexandra Sirois. Je retrouve maintenant les invités Guy Nadon, Jean Cournoyer, Jean Lapierre. C'est vrai que la lettre écrite par Cordelia à l'assureur, c'est vraiment incriminant, ça, hein, Guy? Il faut être décontracté pour faire un truc pareil. Préventif. Oui, vraiment, à quoi elle a pensé? En tout cas, quand on regarde tout ça, je ne sais pas ce que vous pensez de la culpabilité ou de la non-culpabilité de Cordelia, mais sans vouloir vous faire redire ce que vous disiez tout à l'heure, elle a l'air pas mal coupable. Mais disons que dans le droit... Ça ne doit pas être fâchant, en tout cas, quand elle a pris la mort de son mari. Le droit est probablement déclaré non coupable aujourd'hui. Ah oui? Parce qu'il n'y avait pas la charte des droits et libertés à l'époque, je dois le dire, à la décharge de mon collègue et néanmoins ami Lapierre, qui est un des auteurs de la charte des droits et libertés, un des auteurs du rapatriement unilatéral de la Constitution avec la charte de Passons aux arguments juridiques. Je vais penser que tu m'as accroché avec du Tessie, là, je t'accroche avec Trudeau. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, la façon dont on perçoit la preuve est plus importante qu'elle ne l'était à l'époque. On a vu, il n'y a pas tellement longtemps, des preuves qui ont été rejetées totalement, juste à cause de la façon dont elles ont été ramassées. Dans le cas du coroner, dans le cas de l'implication du coroner, de l'implication du juge, je suis convaincu que le doute raisonnable aurait pu être introduit aujourd'hui, alors qu'il était possible qu'on ne l'introduise pas ou qu'on ne réussisse pas dans le temps. Donc, il faut mettre les procès comme ça dans leur période, dans leur époque. Le genre de jury que nous avons aujourd'hui est d'un jury constitué de personnes. D'abord, il y a des femmes qui peuvent être dessus. À l'époque, les femmes n'étaient pas propriétaires fonciers, puis même si elles l'avaient été, il fallait être masculin pour être là. Donc, il y a des femmes qui auraient pu voir ça différemment, ce crime qui était peut-être un crime passionnel, et qui aurait pu faire bénéficier du doute raisonnable l'accusé Cordelia Vio. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là, mais on a juste à introduire. Quand tu penses que tu peux libérer O.J. Simpson. Mais même aujourd'hui, le juge, aujourd'hui, ne s'en serait pas sorti comme ça, son adresse au juré, tout ça. Franchement, ce juge-là, aujourd'hui, serait tout arrêté contesté. Et... Non seulement ça, Jean, parce qu'il y a une chose dont il faut parler, je pense, c'est que cette cause-là est allée en appel. Ils n'ont pas été pendus comme ça tout de suite après le jugement. Et l'appel, moi, c'est ça qui m'étonne beaucoup. Expliquez-moi comment on peut imaginer ça. L'appel a été entendu par le même juge
et au même endroit. Bon, au même endroit, c'est pas tellement grave parce que c'est l'appel, mais que ce soit le même juge qui a entendu l'appel. Ça, c'est invraisemblable. Je ne comprends pas cette partie-là du procès, là. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que, Pierre, c'est possible que la Cour d'appel ait ordonné un nouveau procès qui est repassé devant le même juge. Ça, c'est possible, parce que tu aies un deuxième procès là, en appel par le même juge. Ça se peut pas qu'il se revise lui-même. On ne peut pas se réviser, on ne peut pas en appeler de la décision. D'après les renseignements dont on disposait pour préparer tout ça, c'était vraiment le même juge qui avait entendu l'appel. OK, il est possible que le même juge ait réentendu le même procès, mais avec des instructions différentes. Et étant donné la très courte période que vous avez pour reproduire les choses, il n'a probablement pas fait les mêmes erreurs dans le deuxième procès que dans le premier. Mais si on a recommencé le procès, on pouvait le recommencer devant le même juge, mais pas nécessairement devant le même jury. Est-ce que ce sont des rôles intéressants pour un comédien, finalement, ou vous trouvez ça, a priori, vraiment très, très technique? Bon, il y a l'aspect de défi dont vous parliez au début de cette émission, mais ça reste quand même intéressant. Bien sûr. Ce genre de rôle-là. Si ce n'était de la chaleur avec laquelle on tourne pendant qu'on fait ces émissions, ce qui est assez il fait très chaud sur le plateau. Ah, oui. Mais moi, il y a quelque chose, si on en revient par rapport à la culture, c'est le procès qu'on vient de voir. Il y a 20 ans, l'affaire Cordelia a été tournée au cinéma. Hein? Et dans le contexte des années 70, Cordelia, telle qu'exprimée par l'écrivain, etc., elle était innocente. C'est ça. Et là, ce coup-ci, à 20 ans de distance, l'époque. Parce que moi, je regardais ça avec les yeux d'aujourd'hui et je me suis dit, à cette époque-là, je comprends que la justice était arrangée avec le gars des vues. Je savais que les procureurs allaient luncher ensemble avec le juge et tout était cuisiné. Aujourd'hui, ça se passerait plus comme ça et je suis convaincu qu'elle serait innocentée automatiquement. Et, le bénéfice du doute. Oui. Et ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission et nous allons vous revenir tout de suite après cette courte pause. Il y a encore du nouveau chez Duncan. Et le chef travaille jour et nuit. Pas tout de suite. Dans un pain Kaiser, il a mis de la laitue fraîche, une poitrine de poulet assaisonnée, du fromage suisse fondu, du bacon et de la mayonnaise. Le nouveau super sandwich poulet suprême. Avec beignet et café, c'est un super régal. Duncan, c'est nous faire plaisir. Bon, j'ai des choses à vous dire sur l'autre équipe. Surveillez Kermit. Un petit vite, avec un coup de patin palmé. Miss Piggy, qui va tout faire pour essayer de vous séduire. Vas-y, il pose apparence. Il peut être de très mauvais poils. Collectionnez les 4 personnages en plus des mopettes de la LNH chez McDonald's. Tous vêtus des chandails des étoiles de la LNH, seulement 3,49 chacun. Animal! Inquiétez-vous pas, on va les avoir. Réaliser un projet. Ce projet rêvé depuis toujours, c'est accepter de vivre dans l'effort avec tout ce que cela suppose de difficultés, mais aussi de réussite grâce au support des autres. C'est comme ça qu'on raisonne dans une caisse des jardins. Ainsi, tous nos efforts permettent à la caisse d'offrir des crédits financiers à ceux qui sont déterminés à réaliser leurs rêves. Desjardins, pour s'aider soi-même. C'est la fille encore de français, là. Aïe, jeudi soir, 21h. Un adolescent parle depuis très longtemps avec le téléphone cellulaire de son père qui s'en vient justement. Ouais, as-tu vu une grosse nom? Merci beaucoup. Ah, c'est pas vrai. Ne comptez plus les minutes. 50 sous l'appel, les soirs et les week-ends avec Liberty. Mais, joyeux Noël. Merci. Même pas assez pour un café. Voici maintenant le verdict que vous avez rendu à propos de l'affaire Viau. À la question « Cordelia Viau était-elle coupable ?» Vous avez répondu « oui » dans une proportion de 20% et « non » dans une proportion de 80%. La semaine prochaine, un procès qui nous ramène dans les années 60. Il s'agit de l'affaire Côté. C'est une histoire de meurtre dans un collège situé dans une petite ville du Québec. Il est important de mentionner que, par respect pour les personnes impliquées dans ce drame, les noms de la plupart des personnages ainsi que les dates des événements ont été changés. Voici un extrait de ce portrait. Passionnel au collège du Saint-Bordel. Un frère faute de bouteille se fait poigner la main dans le sac à poubelle.
Justement, le lendemain, il m'a dit qu'il pensait connaître le meurtrier. Et que, d'après lui, c'était quelqu'un de l'intérieur. Puis là, comme ça n'a pas l'air, on sait que t'es là pour le tuer, le frère. On sait que t'es là rien que pour voler. Que tu faisais la surveillance dans le corridor puis que t'as plus connaissance de rien. Lâche-le donc, ton moton. Voilà, en terminant, je remercie mes invités Jean Cournoyer, Jean Lapierre et le comédien Guy Nadon. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 20h30. Ici Pierre Nadeau. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Sonia Benezra, Patrick Huard et Stéphane Quintal réunis ce soir au Théâtre Arcade. Shabada à 22h30. Dans un moment, retrouvez Claire Lamarche.